Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Laurie Gouin, directrice générale de Team Créatif Lyon, et Céline Nizinski, directrice artistique de Team Créatif. Designing a Beautiful Tomorrow, c'est le mantra de l'agence qui œuvre chaque jour à améliorer la qualité de vie de chacun grâce à un design sensible et en phase avec son époque. Au-delà d'être simplement un contenant, de protéger, de transporter ou d'informer, le packaging a bien d'autres fonctions, comme véhiculer les valeurs d'une marque, séduire le consommateur, lui raconter une histoire, mais aussi plein d'autres paramètres économiques et environnementaux, tels que la lutte contre le gaspillage alimentaire et aussi l'emploi, puisque des millions de collaborateurs travaillent grâce à lui. Avec Laurie et Céline, nous avons discuté autour des sujets suivants. Le rôle du packaging, bien sûr, sujet principal de l'épisode, le développement de celui-ci impacté par les nouvelles pratiques consommateurs, avec un exemple très parlant, celui de Volvic, mais aussi l'évolution des logos, avec un autre exemple d'une icône mondialement connue et bientôt centenaire, la vache qui rit, et de tout l'enjeu des marques d'aujourd'hui, gagner en transparence, en visibilité, en proximité, et comment Team Créatif accompagne les marques au quotidien. J'ai beaucoup appris grâce à cet échange et je tiens à remercier Céline et Laurie pour leur temps et leur expertise sur le sujet. Cet épisode se décomposera en 2 parties. Cette semaine, vous serez invités à écouter l'épisode 1, le rôle du packaging, et mardi prochain, l'épisode 2, le futur du packaging. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Team Créatif, Designing a Beautiful Tomorrow, le rôle du packaging. Dans cet épisode, on va échanger sur le rôle du packaging et pour ce thème, j'ai la chance d'être accompagnée par Laurie et Céline de l'agence Team Créatif. Merci beaucoup les filles d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Bonjour Salomé, merci de nous avoir invités. Bonjour Salomé. Avec grand plaisir. On a 3 présentations à faire aujourd'hui. Donc tout d'abord, votre parcours, Laurie et Céline. Et puis bien sûr, l'agence Team Créatif. Alors sans plus tarder, je vous laisse vous présenter pour que les auditeurs sachent qui se cache derrière le micro. Donc merci de nous accueillir sur ton podcast Salomé. Je suis Céline Nizinski, directrice de création chez Team Créatif à Paris. Donc nous sommes rencontrés virtuellement sur Instagram en échangeant sur une de tes stories et c'était très sympa à propos d'un nouveau produit que tu avais trouvé en linéaire. Je suis ravie de répondre à tes questions aujourd'hui. Donc moi je travaille chez Team Créatif depuis 5 ans. À l'agence on est une vingtaine de créatifs. Et notre mission, c'est de faire grandir les marques, les faire évoluer visuellement en trouvant des signes distinctifs et des univers graphiques qui leur soient propres. Et puis, je fais ce métier donc depuis bientôt 20 ans, mais ça me passionne toujours autant car ça me permet de travailler tout plein de choses différentes. Je fais ce métier depuis que je suis sortie d'école et c'est vrai que de pouvoir travailler l'identité, la typographie, l'illustration, la photo, même le design volume, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de facettes sur une marque et encore plus sur un packaging. Donc voilà pour ma présentation. Tu as toujours travaillé dans le milieu de l'agroalimentaire ou pas du tout ? Toujours dans l'agroalimentaire, toujours pour des grandes marques de produits de grande consommation. Et puis ce que j'apprécie dans le pack, c'est de travailler sur un média qui est avec nous au quotidien. On aura l'occasion d'en reparler dans le podcast, mais il y a vraiment ce côté quotidien proche des gens qui m'intéressait dès la sortie d'école de design. Et ça m'a jamais quitté. Et vraiment le food, pas spécialement de vin et spiritueux ou cosmétiques, mais vraiment food à fond. D'accord. Et toi, Laurie ? Merci Salomé de nous avoir invités. Moi, je suis super contente, comme Céline, de faire un podcast. C'est une première pour moi et surtout, je suis super contente de dévoiler quelques coulisses de l'agence et de mon métier. Du coup, je suis donc Laurie Gouin. Je suis maintenant directrice générale de Team Créatif à Lyon. Ça fait une 12aine d'années que je suis chez Team et en fait je travaille pour accompagner les grandes marques d'agroalimentaire dans leur réflexion stratégique et créative. Donc on a plein de sujets divers et variés chez Team,
qui touchent à la fois à des refontes de marque ou des lancements d'innovation. Et mon métier plus particulièrement, c'est vraiment ça consiste vraiment en fait à orchestrer les projets et vraiment à faire un lien entre les équipes marketing et les équipes stratégiques et créatives de l'agence. C'est ce rôle de coordinateur qui fait vraiment le quotidien de mes journées. Et du coup, aujourd'hui, donc il y a un team créatif à Lyon. Ça fait une dizaine d'années que l'entité existe. On est 8 personnes, à la fois des commerciaux, des créatifs et aussi des personnes qui s'occupent plutôt de la partie production. Et on accompagne des grandes marques qui sont présentes dans la région, comme Björk, Bonter et compagnie, le groupe Aoste, Vainé et bien sûr Bonduelle. Vous avez donc plusieurs agences, tu disais une à Lyon, une également à Paris, c'est ça ? C'est ça, en fait, donc Team Créatif est un groupe, on existe depuis 34 ans. Et en fait, c'est un groupe qui est vraiment né du design, puisqu'on a des fondateurs qui sont un couple de créatifs, Sylvia et Nick. Sylvia Vitale-Rota est toujours à la tête de l'entreprise et en fait a construit vraiment un réseau auprès des marques d'agroalimentaire, notamment avec des partenaires de longue date comme Mars Pet Food. Et par ce réseau, en fait, nous a donné l'opportunité de créer des entités sur d'autres continents ou dans d'autres villes. Donc depuis une dizaine d'années à Lyon pour être plus proche de clients comme Björk, par exemple. On est aussi présent au Brésil à Sao Paulo. À Sao Paulo, merci Céline. Plus récemment, on a ouvert un bureau à Jakarta pour être aussi plus proche de clients qui sont en région Asie-Pacifique et à Charlotte aux USA. D'accord. Ah oui, ça fait pas mal de villes. Hein. Oui, ça fait pas mal de villes et ça fait pas mal de monde aussi, puisqu'on est à peu près 300 personnes chez Team Créatif. Et on accompagne, une des particularités de Team, c'est vraiment d'accompagner des marques et des enseignes de grande consommation. Donc vraiment beaucoup de food, beaucoup de food, même si c'est parfois pour les chats et les chiens. Et surtout, on connaît très bien le monde de la grande consommation, de la GMS ou des réseaux de distribution grand public. Très bien. Merci en tout cas Laurie pour toutes ces informations sur l'agence. Si vous le voulez bien, on va passer sur la partie packaging, puisqu'aujourd'hui on est là pour parler du rôle du packaging. Et le packaging, il a plusieurs fonctions, donc bien sûr celle de conserver, de protéger, de distribuer, ce qu'on pourrait appeler finalement les fonctions premières, les fonctions physiques du packaging, mais aussi d'autres fonctions qui sont tout aussi importantes, à savoir l'impact visuel, l'attribution du packaging au produit, le positionnement, le rôle d'information aux consommateurs. Bien évidemment, si vous êtes là, c'est pour en parler. Et je voulais avoir quelques informations. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a une personne qui est derrière le premier packaging ? Quelles étaient les fonctions du premier packaging ? Quelle est son histoire ? C'est à vous. Alors, on a fait un petit rapide historique sur le rôle du pack et redonner les fondamentaux. Donc le rôle du packaging, c'est avant tout d'être un contenant. On a depuis des millénaires des contenants qui contiennent des produits. On est parti des poteries, puis après des fûts en bois. Au fil des siècles, on est allé sur du verre, puis dernièrement du plastique qui est plus résistant et plus léger. En tout cas, le packaging est là pour contenir le produit, que ce soit du lait, des céréales ou toute autre matière. C'est important d'avoir un contenant. Ensuite, c'est un rôle protecteur pour des produits fragiles comme des œufs ou des produits qui peuvent pas être aplatis ou supporter de grosses charges. Ça protège le produit et puis ça empêche aussi les bactéries de venir l'infecter. C'est un rôle pour le transport. Le packaging, il va nous aider à transporter nos produits. C'est plus facile de transporter un yaourt dans un par 12, un carton par 12, plutôt que de les avoir un par un dans notre caddie. Et puis, c'est aussi l'occasion d'avoir une surface d'expression, de la visibilité pour les marques. Donc, ça va véhiculer les valeurs d'une entreprise ou d'un fabricant sur l'étiquette, sur l'emballage carton, plastique ou une canette. En tout cas, c'est là où on va pouvoir exprimer aussi tout ce que ce produit contient et tout ce que la marque peut exprimer. Donc ça, c'est vraiment la base du packaging. Et puis, en termes de mission du packaging, on a différents
volumes et différentes façons d'appréhender le packaging selon les pays et les continents. Par exemple, dans un pays développé, on va faire nos courses dans des grands supermarchés, on va préférer une facilité de transport, par exemple en ayant des parcs de regroupement comme je viens de l'évoquer. On va plutôt avoir un pouvoir d'achat aussi un peu plus grand, donc on va pouvoir se permettre d'acheter en plus grosse quantité. Là où sur des pays en voie de développement, on va plutôt acheter en petite épicerie, plutôt à l'unité, que ce soit des yaourts ou des médicaments. On n'a pas du tout la même appréhension du packaging selon les pays. Donc Ah, très intéressant. J'avais pas ça en tête, c'est vrai, et ça paraît vraiment finalement logique que le packaging peut vraiment jouer en fonction du pouvoir d'achat et de la quantité en fait qui est attribuée à l'intérieur du pack. c'est ça, c'est selon les capacités financières des consommateurs, mais aussi les capacités de stockage. Parce que plus on a une petite maison ou plus on a une grande maison, on peut aussi stocker et acheter différemment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est vrai que chez Team Créatif, comme on travaille à l'international, on a vraiment en tête toutes ces problématiques. Je pense au groupe Mars pour le pet food. Par exemple, en Russie, ils n'achètent leur pack pour leur chat que dans des petits pouches, des petits sachets unitaires. Alors que, par exemple, en France, on les achète par 12. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler sur un projet de packaging, par exemple sur une innovation ou un lancement de produit qui se lance et dans un pays développé et dans un pays en voie de développement, qui nécessitait justement pour le même produit un packaging différent par rapport aux éléments que tu nous évoques? Tout à fait. Et c'est là la complexité et tout l'intérêt d'avoir une agence à l'international, parce que en plus de ces différences de pouvoir d'achat et de stockage, il y a aussi les notions d'illettrisme à prendre en compte. Il y a des pays où il va falloir être beaucoup plus fort dans les signes graphiques parce que une bonne partie de la population ne sait pas lire, par exemple. Là où dans d'autres pays, comme en France ou en Europe, on va plutôt avoir tendance à rassurer les consommateurs sur certains claims. Voilà, on va dire que les attentes des consommateurs ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Et nous, notre rôle en tant qu'agence, c'est vraiment de réussir à avoir une identité de marque qui soit globale à l'international et en même temps satisfaire les besoins de chaque consommateur et chaque marque dans le pays dans lequel elle distribue le produit. Si juste pour finir sur le rôle du packaging, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que le packaging, il va éviter le gaspillage alimentaire. C'est quand il y a par exemple quand il y a un produit qui est explosé parce que son packaging n'était pas bien conçu ou avec de l'humidité, s'il y a de l'humidité, s'il y a des mites alimentaires ou des souris ou ou que sais-je, ça protège pas. Le packaging est là pour protéger en fait les aliments et il a un vrai rôle pour éviter le gaspillage alimentaire parce que ça nous évite de jeter de la nourriture si elle est endommagée. Et puis on sait que dans le monde, il y a par exemple un chiffre, c'est 45% de la production de fruits et légumes et 30% des céréales qui sont gaspillées, en tout cas qui sont impropres à la vente, soit qui sont invendus, soit qui ne sont pas mangés. Donc c'est vrai que il faut avoir en tête que le packaging, c'est vraiment important aussi pour éviter ce gaspillage alimentaire et qu'il y a vraiment ce rôle de conservation. Tout à fait, tout à fait. En effet, c'est un sujet très très d'actualité, on va dire, le gaspillage alimentaire. C'est ça. Et puis, juste en conclusion de cette partie, je dirais que le pack, aujourd'hui, on le voit comme un déchet, quelque chose d'inutile qui finit à la poubelle, etc. Mais la poubelle de tri, on espère. Mais il a quand même des vertus d'hygiène, de transport, et aussi, il faut s'en rendre compte, il crée beaucoup d'emplois.
c'est générateur d'emplois, que ce soit dans les usines, au marketing, comme vous le savez, et puis tous les fournisseurs qui sont autour. Donc, c'est des millions de gens qui peuvent travailler grâce à ça dans le monde. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, une des vertus du packaging. C'est vrai que c'est parfois le parent pauvre du design, mais il gagne à être connu parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier média auprès des consommateurs et on l'a avec nous tous les jours. Donc, il faut en prendre soin. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à oublier ce paramètre de l'emploi et je pense que c'est très important et très intéressant de le souligner en effet. Je voulais savoir si vous avez quelques exemples d'évolution de packaging à nous présenter pour nous montrer que le packaging a fortement évolué dans le temps. Je pense à la bouteille de Coca qui a évolué sous plusieurs fonctions, donc que ce soit du verre au plastique à maintenant à la canette, sûrement avec l'évolution aussi du mode de consommation de cette bouteille. Mais est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous viennent, peut-être de projets sur lesquels vous avez travaillé ? En effet, quand on parle d'évolution packaging, en fait, il y a vraiment deux aspects à prendre en compte. Il y a l'évolution de l'emballage, donc vraiment de la forme de l'emballage ou de son matériau. C'est ce que tu évoques entre une bouteille en verre qui passe ensuite à une bouteille plastique, qui passe ensuite sur une canette métal. Et puis demain, ça pourrait être un pouch ou un petit sachet ou quelque chose. Et puis, il y a aussi l'aspect visuel du coup d'une marque qui va faire évoluer son identité visuelle ou l'identité visuelle de son packaging pour répondre à des nouvelles attentes consommateurs ou à un changement de positionnement ou des choses comme ça. Et en fait, il y a bien ces deux pans à prendre en compte. Parce qu'ils sont sur des temporalités qui sont très différentes, puisque changer un emballage, une forme d'emballage va vraiment prendre beaucoup de temps parce que bien souvent, on l'a dit juste avant, ça va toucher aux usines, ça va toucher au transport, ça va toucher à la conservation du produit, donc ça va être des sujets qui prennent plus de temps, quand au contraire, l'identité visuelle peut être beaucoup plus rapide. Donc, pour répondre plus concrètement à ta question, on a un exemple pour lequel on a travaillé à l'agence, qui est sur Volvic. Donc, je vais en parler maintenant. On en reparlera peut-être au deuxième podcast, oui. Mais c'est l'occasion de le faire maintenant. En fait, il y a quelques années, Volvic est venu nous voir pour nous dire qu'il y avait aujourd'hui une partie de leur cible, donc les seniors, qui avaient de grandes difficultés en fait à se servir de la bouteille 1,5 litre de Volvic parce que trop lourde, pas facile à prendre en main et pas facile à ouvrir. Donc du coup un vrai problème d'usage pour une cible vraiment très spécifique de Volvic qui représentait un gros volume de leurs consommateurs. D'accord. Et donc en fait tout le travail de l'agence ça a été de dessiner vraiment cette nouvelle bouteille pour à la fois apporter plus de praticité avec des zones de préhension qui ont des sortes de petits grips, un petit peu comme s'il y avait un petit granité sur la bouteille, mais qui permet que vraiment, une fois qu'on l'a en main, elle glisse pas. Et puis un bouchon très spécifique qui permet aussi une ouverture plus facile. Et du coup, ce travail à la fois de praticité, on l'a associé à un travail plus design et d'identité de marque, puisqu'en fait, la bouteille reprend les facettes du volcan. Donc du volcan Volvic, donc ce qui fait que cette bouteille 1 litre, et donc aussi avec un nouveau contenant, est venue répondre à un besoin qui aujourd'hui n'était pas couvert par Volvic et qui a permis en fait une cible de cette marque de continuer à utiliser ce produit. Et en fait aujourd'hui cette forme de bouteille a été appliquée sur tous les formats en fait de Volvic. D'accord. Et c'était en quelle année ça ? C'était en 2018. Et du coup, donc en fait, la bouteille 1 litre a été lancée en 2018 et petit à petit, tous les autres formats sont passés sur ce design-là, mais avec du coup une prise de risque maîtrisée, puisque on a d'abord fait le test sur une bouteille 1 litre, qui était du coup un nouveau contenant dans la gamme, et ensuite ça a été dupliqué sur des références comme la 1,5 litre qui pèsent beaucoup plus lourd dans le chiffre d'affaires. Et puis du coup dans les secondes évolutions dont je parlais, c'était plutôt l'identité, donc l'identité visuelle. Et en fait, on a une conviction chez Tim, c'est que pour nous, le packaging et la marque, c'est le premier média. Et quand on dit ça, en fait, c'est qu'on se dit un packaging, c'est le premier média pour une marque.
puisqu'en fait, en tout cas pour une marque d'agroalimentaire ou pour un produit, même un produit lambda, puisqu'en fait, la marque, elle peut être inexistante sur les réseaux sociaux, elle peut être inexistante en communication, où on veut, elle sera forcément sur le produit. Et en fait, ce média numéro 1, on va le retrouver sur plein de points de contact. Le premier, c'est évidemment dans le linéaire, donc qui va avoir vraiment cette fonction d'informer, de séduire, de raconter une histoire pour le consommateur. Ensuite, ce pack, il va se retrouver dans le caddie, peut-être parfois dans le sac à main quand on est sur la pause déjeuner, dans le sac à dos des enfants qui vont partir à l'école, à la table du petit déjeuner. Et vraiment, quand on va ouvrir le frigo, on va revoir cette marque, ce produit dans nos placards, dans notre frigo, etc. Donc vraiment, c'est un point de contact très important entre la marque et le consommateur. Bien sûr. Voilà, et du coup, c'est pour ça que chez Tim, on dit qu'en fait, quand on fait du packaging, c'est pour tout le monde, pour les gens, et c'est pas c'est pas du design pour être accroché dans une galerie ou pour être un joli poster dans un cadre. C'est que c'est vraiment pour tout le monde. Et du coup, on cherche à créer vraiment de la fidélité, du top of mind, vraiment quelque chose qui permette de créer une fidélité à la marque et vraiment une valeur ajoutée durable entre la marque et le consommateur. Très bien, très clair. Et c'est vrai que c'est vraiment le premier média. Même nous, on le voit en étant commercial sur le terrain au quotidien. C'est sûr que le packaging, c'est entre guillemets la première publicité, la première image qu'on peut avoir de la marque. Et je pense qu'il y a un enjeu encore plus important pour des nouvelles marques qui viennent s'implanter sur des nouveaux segments ou même des marques déjà existantes qui viennent sur d'autres segments. Oui, complètement. Et c'est vrai que ça va être parfois le seul moyen d'expression de la marque. Et du coup, ce qu'on va chercher à créer, c'est vraiment un storytelling ou une histoire de marque qui permettent en fait en un coup d'œil ou avec des éléments graphiques, donc avec tout le talent de nos équipes créatives, de vraiment créer des signes qui soient à la fois propriétaires pour les marques, parce que c'est très important, parce que tout le monde ne s'habille pas pareil et chaque marque est unique, et en même temps qui permettent de transmettre des valeurs d'honnêteté, de transparence, de gourmandise ou au contraire de nutrition ou de santé. Et du coup, c'est par tous ces signes graphiques qu'on va pouvoir à la fois combiner l'histoire de la marque, l'histoire de son produit et en même temps être très unique dans un linéaire qui est aujourd'hui super bataillé, qu'on soit dans le chocolat, dans le biscuit, dans les produits d'entretien, etc. Ça me permet de faire un pont sur l'identité d'une marque et ses signes distinctifs, le côté créatif d'une marque. Une marque, c'est comme un passeport. En fait, elle a un nom, une identité, une date de création, une origine. Et on a en fait des éléments clés pour être connu et reconnu, pour aussi générer de l'impact en linéaire et évidemment donner envie de déclencher un achat du consommateur, hein, parce que avant tout, on est là on est des commerçants, on est là pour vendre nos produits et on a envie d'être choisi parmi d'autres. Et avant tout, sur un packaging, il y a un logo, une icône, quelque chose de très reconnaissable. C'est vraiment l'identité de la marque. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir la reconnaître même parfois sans savoir lire, hein, comme je le disais tout à l'heure. Quand on voit les logos de Starbucks, le M de McDonald's, la pomme de Apple, la virgule de Nike, etc. Je pense que rien qu'en disant le nom des marques, vous avez déjà les logos en tête, pas besoin de faire un dessin. Et c'est vraiment le pouvoir d'une marque passe par son icône. Nous, on a travaillé récemment pour te donner un exemple sur une icône connue mondialement. C'est la vache qui rit. Oui. En fait, on a travaillé avec les équipes de Bell pour faire évoluer cette icône qui a 100 ans cette année. Donc, c'était
un vrai challenge pour nos équipes. Et la vache qui rit, il fallait qu'elle incarne toujours le pouvoir du rire, le côté sympathique. Elle a une foot form qui est iconique, qui est le triangle. On a fait en sorte, voilà, de retravailler avec beaucoup de respect l'icône, le logo. Oui. Et on lui a apporté une touche de malice. Donc tu pourras voir, on te montrera visuellement, vous pouvez voir sur notre site internet, mais on te montrera des images pour voir le lifting. En soi, le consommateur va vraiment reconnaître sa marque, mais elle a pris un tout petit peu plus de sympathie, un petit côté un peu plus malicieux. Et l'idée, c'était de garder un design assez intemporel pour à la fois qu'on puisse garder nos consommateurs actuels et aller chercher des nouveaux consommateurs. C'était pour les 100 ans de la marque, c'est ça ? Alors, non, pas du tout. C'est à l'occasion cette année, elle fête ses 100 ans, mais c'était plus un contexte d'ailleurs, c'est même pour être précis, c'est en 2021 qu'elle fêtera ses 100 ans. Et justement, avant de fêter ses 100 ans, on a retravaillé le packaging qui va être lancé, qui est en train d'être lancé d'ailleurs dans le monde entier sur 130 pays. Donc, c'est quelque chose qui a été pensé à la fois de manière globale et locale. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure sur un autre exemple de produit, mais là l'idée c'est vraiment de travailler sur cette icône et qu'elle soit la même dans le monde entier, mais que localement chacun puisse reconnaître ses produits. Voilà, on a vraiment fait un travail sur l'icône de cette marque, et c'est vrai qu'on est assez fiers de pouvoir le voir dans tous les pays aujourd'hui. Petit à petit, elle vient remplacer les packs précédents. Et Céline, j'ai une question justement par rapport à ce projet. J'imagine que ça a dû être un énorme challenge pour l'agence de relifter un logo à l'international, parce que comme tu l'expliquais précédemment au début d'épisode, en fonction des pays en voie de développement ou des pays développés, la communication peut être parfois différente. Comment vous avez justement travaillé en interne pour que le logo finalement soit reconnaissable, identifiable, même mémorisable, sans trop le changer et sans trop dénaturer la marque? Est-ce que vous êtes appuyé sur des études, sur votre expertise et votre expertise? Comment ça se passe finalement en interne pour ce type de projet, sans rentrer dans des informations confidentielles, bien sûr? Oui, bien sûr. Quand on attaque un projet pareil, évidemment, c'est une vraie connaissance du terrain. Donc, on va demander le plus d'études possible. Et puis, nous, de notre côté, utiliser des outils qu'on a pour voir comment chaque pays, chaque consommateur réagit par rapport à cette marque et pourquoi il l'a choisi plutôt qu'une autre dans ce pays. Quels sont son attachement et quelles sont par exemple les informations capitales, ou comment le consommateur va apprécier la marque. Et puis donc ça c'est pour fidéliser. Puis après il y a toujours le fait d'aller en chercher des nouveaux. Donc à chaque fois quand on étudie des comportements de consommateurs, il y a ces deux facettes là. Après on est aussi énormément épaulé évidemment par les équipes marketing en place chez Bell en l'occurrence, qui vont nous donner des informations. Et puis il y a aussi sur la vache qui rit, il y avait une complexité puisque elle s'appelle pas la vache qui rit dans le monde entier. Oui. Elle s'appelle The Laughing Co. Elle s'appelle voilà, elle a des noms différents. Donc c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup travaillé sur l'icône et qu'on l'a remise vraiment beaucoup en avant pour que je sais pas, dans quelques années, on n'ait presque plus besoin d'avoir le nom de la marque et qu'on sache immédiatement de quoi il s'agit. D'accord. Très intéressant en tout cas cet exemple et hâte de voir justement l'avant-après. Oui, exactement. Donc ça c'est un des éléments, mais c'est le principal hein, sur un packaging, c'est le logo, l'icône. Après il y a aussi un élément important, c'est le color branding, c'est la couleur de la marque. Et l'objectif c'est de gagner la bataille en linéaire hein, pour être vu toujours et puis reconnu.
Nous, à l'agence, on a un color branding qui nous est cher, c'est celui de la marque Whiskas. Le violet qui a été créé il y a 30 ans chez Team Creative, qui était une couleur unique et novatrice au sein du pet food. Maintenant, on n'imagine plus la marque Whiskas sans son violet. Il y a vraiment comme ça des couleurs. Quand on cite des marques, par exemple, si je vous dis Barilla, on connaît la couleur. C'est donc le bleu marine. Récemment, par exemple, on a découvert dans le linéaire Andros Végétal qui arrive avec un color branding très fort avec un bleu turquoise, Oui. qui aussi répond aux demandes d'une cible flexitarienne aujourd'hui. Mais il y a quelque chose, puis jeune aussi, et il y a quelque chose de très intéressant sur la couleur d'une marque, parce que en plus de l'icône, il y a aussi une identité qui lui est propre, et le color branding, voilà, est très important dans le pack. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce qu'au niveau des couleurs, il y a des codes communs à respecter en fonction des segments? Je pense, par exemple, je sais pas, sur le bio, le vert, forcément, qui évoque le bio, la naturalité. Est-ce qu'il y a des couleurs sur lesquelles on ne peut pas y toucher? Par exemple, le bleu qui évoque les produits laitiers. Est-ce que pour vous, en tant qu'agence Team Créatif, il y a des codes ou voilà, que vous donnez pour suivre une ligne de conduite, ou pas du tout, tout est possible? En fait, je pense qu'il y a des choses qui sont imprimées dans l'inconscient du consommateur. Donc du lait, c'est blanc et bleu. Du bio, c'est du craft et du vert. Enfin voilà. Après, on peut trouver des produits sucrés. Ça va être plutôt du rouge et du rose ou des choses comme ça. Il va y avoir des couleurs comme ça qui vont être imprimées dans l'inconscient. Mais surtout, ce qui est le plus important chez nous, c'est quelle est la couleur qui est attribuée à la marque. Et en fait, on a plein d'exemples à l'agence qui montrent que la couleur qu'on a choisie pour une marque n'est pas du tout la couleur de la catégorie. Je donne un exemple, on travaille beaucoup pour la marque Bjorg. La marque Bjorg, elle est blanche et bleue. Oui. Pourtant, elle est pionnière du bio depuis 1988. Pourtant, ils ont des produits super sains, très naturels, et on n'utilise ni le vert ni le craft. L'exemple dont parlait Céline juste avant, qu'on a vu en linéaire, qui est Andros Végétal, qui est du coup dans un segment de l'ultra frais, donc on pourrait se dire ultra frais égale blanc plus bleu, en plus végétal, donc peut-être blanc plus bleu plus vert. Finalement, ils ont choisi une couleur qui est complètement en rupture avec les codes, qui est le turquoise, et qui permet en fait à la marque d'avoir un impact très fort dans le rayon et de prendre une place et de se différencier de la concurrence. Puisqu'en fait, tout l'enjeu aujourd'hui des marques, c'est comment on se différencie de la concurrence, comment on se différencie des marques de distributeurs qui sont de plus en plus fortes, qui ont des messages clés de plus en plus pointus, qui travaillent aussi sur des dimensions de transparence, de RSE, de circuits courts, de choses comme ça. Donc, tout l'enjeu des marques, c'est d'émerger en fait dans ce rayon. Et si on utilise des codes un peu classiques du rayon, on a plutôt tendance à se fondre dans la masse qu'à émerger. Et pour émerger, il y a aussi, ça me fait une petite transition pour vous parler du key visual. Donc ça, c'est le visuel du produit qu'on va trouver sur le packaging, parce que évidemment, à moins d'être très connu et pouvoir s'affranchir d'une photo sur le packaging, avant tout, il faut qu'on montre ce qu'on vend, parce que le packaging, à moins qu'il soit transparent, on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, nous, notre rôle à l'agence, ça va être de trouver aussi un moyen de mettre en avant le produit qu'on va vendre, d'être le plus gourmand possible, de donner envie. Comme par exemple, on peut avoir sur des produits Kinder avec une barre chocolatée qui vient vers nous, qui est très dynamique, ou encore l'onctuosité d'un yaourt dans une cuillère. Ça, c'est un vrai travail clé sur les photos. On porte un soin très particulier sur un shooting. On passe parfois plusieurs jours à faire des photos pour une gamme, à avoir un photographe, un styliste,
d'avoir le directeur artistique sur place, les équipes commerciales et marketing. En fait, on passe beaucoup de temps. Je pense à un shooting que j'ai eu récemment pour mettre en avant des petits pois et des carottes. Ça paraît le plus simple du monde, mais il faut trouver la bonne carotte qui soit en même temps réaliste et en même temps qui soit la plus fraîche possible, une mise en scène qui donne envie, la lumière, le stylisme, même si c'est pour des produits quotidiens, en fait, on a vraiment un soin particulier à apporter à la photo. Et puis ensuite, on va passer pas mal de temps sur des retouches pour que on a des gens qui sont des magiciens de l'image. En vrai, ils s'appellent des visual designers, qui vont faire en sorte d'être évidemment le plus proche de la réalité pour pas mentir aux consommateurs, mais en même temps de quand même sublimer le produit et donner envie. Et c'est là en ce moment toute la problématique, puisque dans les années 90-2000, il fallait vendre à tout prix un produit et quitte à mentir entre guillemets et puis à avoir des consommateurs déçus quand ils ouvraient leur packaging. Aujourd'hui, les marques peuvent plus se permettre de faire ça parce que le consommateur a besoin de transparence et d'un engagement de la marque, donc il faut voir des choses réalistes. Donc les key visuals ont vraiment leur importance sur un packaging. Et il y a d'autres éléments aussi qui viennent rassurer en tout cas le consommateur ou en tout cas même le fidéliser pour une marque qui sont plus qu'essentiels aujourd'hui, qu'on voit de plus en plus, c'est les claims, les labels marketing qu'on voit sur les packaging. Donc bien évidemment, il y en a plein, hein, le sans conservateur, sans additifs, sans sucre ajouté, enfin il y en a plein. Aujourd'hui, vous en tant qu'agence, sur lesquels vous travaillez le plus, lesquels vous voyez presque sur tous les packaging finalement, et comment vous les mettez en avant ces claims? En fait, il y a des labels officiels qui sont rassurants et qui vont aider le consommateur à choisir, comme le label AB pour l'agriculture biologique, le label d'IGP, le label rouge. En tout cas, ça c'est des labels officiels qui sont donc certifiés par des entreprises extérieures. Enfin, en tout cas, il y a des certifications officielles. Et après, il y a des claims plutôt marketing qui vont rassurer le conso. La tendance aujourd'hui, qui est un peu étrange en soi, c'est que on va dire on pack ce qu'on n'a plus dans le produit. Plus de conservateurs, plus d'additifs. On va rassurer sur le fait que nos produits sont le plus clean possible. Donc, je pense qu'on est à un tournant en fait du packaging. On dit de plus en plus ce qu'il n'y a plus dans le produit, dans le packaging. Donc, il faut qu'on aide nos clients à faire le tri entre ce qui est nécessaire de dire ou pas, parce que trop de claims, tu le claims, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parfois, il faut même arbitrer sur à quel endroit apposer le claim sur le packaging également. Exactement. Et puis, l'idée, c'est de gagner en transparence et puis d'être de plus en plus clair avec le conso, puisque on voit qu'il y a des gros efforts des industriels pour faire de meilleures recettes. On le voit avec le Nutri-Score et d'autres Yuka qui aussi encouragent à avoir de meilleures recettes et moins de produits transformés. Et nous, on a vraiment une recommandation d'agence à essayer aussi de prioriser les messages, parce qu'on sait qu'un conso passe en moyenne 16 secondes en linéaire pour choisir un packaging. Donc, il faut être à la fois simple, attractif et crédible. D'accord. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Salomé. Merci beaucoup, Salomé. Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Ramène ta fraise. J'espère que l'épisode vous a plu. Restez connectés car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Donc mon prénom et mon nom de famille, c'est Salomé Charicton. Et sur Instagram, à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de Ramène ta fraise, tout attaché, .podcast. À la prochaine.